Voilà, Jérôme. Oui, mais bonjour à tout le monde. On peut passer à la suivante. Je m'appelle Jérôme Elissane, voilà. En fait, je vous parle à travers pas mon chapeau, mais plus une double casquette. On peut afficher ce qu'il y a dans cette diapo. En fait, ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé en transfert de connaissances dans le milieu universitaire, puis ensuite dans le milieu communautaire, philanthropique, municipal, sur toujours la circulation des connaissances finalement puis les apprentissages, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif ou organisationnel, pour réfléchir sur les changements systémiques. Et puis, ça, c'est au niveau de ma carrière professionnelle, mais aussi en tant que personne. Moi, j'ai reçu un diagnostic en 2016 d'une maladie chronique. Et finalement, je suis devenu un grand usager du système de santé. Puis désormais, je suis en situation de handicap, avec un handicap moteur. Puis je fréquente les centres de réadaptation, je fréquente les institutions de soins, etc. Et ça a complètement changé en fait ma perspective de l'accompagnement sur la gestion, sur le transfert de connaissances. En fait, j'ai pu vraiment constater le fossé énorme qu'il y a entre des recherches et des pratiques d'intervention ou de soutien ou d'accès aux services. Puis Philippe mentionnait par exemple des services qui n'étaient pas toujours adaptés. J'ai pu me confronter à ça. Voilà. Donc en fait, ce que je vois, on peut passer à la diapo suivante. On peut afficher même le contenu. Ce que je vois en tant que praticien finalement, puis personne concernée aussi par certains enjeux, euh, ce que je vois, c'est qu'il y a un grand besoin de croiser les perspectives en fait des différents acteurs. C'est-à-dire que même sur des pratiques, sur des données, des informations, eh bien, suivant qu'on soit un bailleur de fonds, qu'on soit une personne qui reçoit des services, une personne qui accompagne des projets de mobilisation, eh bien, on n'a pas la même vision, on perçoit pas la même chose des solutions, des enjeux. Donc voilà, donc je pense que ça prend réellement une approche systémique pour pouvoir croiser les perspectives pour sortir un peu de la vision par silo puis par spécialité aussi. Il y a un enjeu aussi de reconnaissance des savoirs expérientiels. J'ai travaillé notamment beaucoup dans le milieu universitaire, puis comment on arrive à faire dialoguer des savoirs académiques avec des savoirs expérientiels. On a beau dire que c'est complémentaire, il faut les intégrer, ça prend des processus aussi de communication, de collaboration, puis un design de processus qui est important. Notamment, par exemple, est-ce que tout doit passer par l'écrit? Est-ce qu'on peut utiliser d'autres manières comme la vidéo, comme des témoignages avec des photos, des choses comme ça? On a besoin de faire émerger des savoirs expérientiels pour pouvoir les reconnaître et les intégrer et les faire dialoguer avec d'autres types d'expertise. Il y a des gros enjeux au niveau de la pérennité des projets. Il y a souvent des projets qui sont financés pour une durée déterminée et en fait, la question de la pérennité souvent arrive à la fin des projets. On se dit, ah, on a développé des choses intéressantes. Comment on va faire pour qu'elles soient utiles, utilisables, etc. Il y a, il y a des manières quand même de réfléchir la pérennité des projets dès le début des projets. Et puis aussi l'idée de, je mentionne sur la diapo, la mémoire collective. Comment on garde une trace de toute l'expertise qu'on a développée pendant des projets financés. Aussi avec le mouvement de personnel, notamment dans le milieu communautaire, il y a beaucoup de mouvements de personnel. Comment on n'arrive pas à une sorte d'amnésie organisationnelle ou collective dans le milieu communautaire, mais dans le milieu académique aussi, avec des étudiants qui deviennent des post-doctorants ou qui changent, qui vont ailleurs. Comment on arrive à, à capter certaines expertises ou connaissances pour pouvoir les réinvestir. Donc, pour moi, la question je parle d'adaptation et de réadaptation, pour moi, c'est au niveau individuel, en tant que personne en situation de handicap, comme la réadaptation, j'ai beaucoup appris ce que c'était, comme par nécessité, mais je trouve que dans les projets aussi, on a besoin d'avoir une approche d'adaptation et de réadaptation. Et
Et ça, c'est renforcer ses compétences en permanence ou développer des nouvelles compétences. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand on parle d'innovation sociale, comme c'est un terme qui est utilisé un peu à toutes les sauces aussi avec des approches plus néolibérales parfois. Mais je trouve que le renforcement des compétences, c'est vraiment ça sur quoi on doit mettre l'accent. Ça prend aussi une médiation culturelle, parce que souvent on parle la même langue, souvent bah, le français en l'occurrence pour beaucoup d'entre nous, mais on parle pas forcément le même langage. Qu'on soit impliqué dans des associations de patients, qu'on soit dans des protocoles de recherche, etc. Et il y a de ce que je perçois fortement dans les milieux communautaires, notamment les milieux autour du handicap, il y a un processus de réconciliation à avoir parfois avec le milieu universitaire et parfois aussi quelque chose qui est exprimé de plus en plus, c'est une sorte de ras-le-bol de dire bah oui, on soutient par des lettres comme des projets de recherche participatifs, mais qu'est-ce qui revient vraiment au milieu, aux associations et tout. Donc on a un processus de réconciliation parfois à faire. On peut passer à la suivante. Et je parle vite, je m'en excuse. Je me suis mis un petit cadran et tout, puis le temps file. Euh, Au niveau des approches d'accompagnement, pour moi, c'est très important donc d'avoir des approches systémiques, puis de voir un peu les actions qu'on déploie, elles se placent dans quel écosystème, puis quelle valeur elles apportent à un écosystème. Donc, en fait, que les actions qu'on développe, bah, qu'on soit conscient de ce qui existe, puis qu'on renforce, mais qu'on complète aussi ce qui existe déjà. Ça, c'est souvent une étape qui est un peu, qui est un peu rapide dans les approches de mon expérience. On doit se pencher vraiment, à mon avis, sur les contextes d'utilisation des connaissances, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va diffuser des résultats de recherche, diffuser des informations qu'elles vont être utilisées. On doit réfléchir sur, bah, oui, à qui on les destine, mais aussi quel est le contexte d'utilisation de ces personnes en termes de charge de travail, en termes de priorité, en termes de contraintes, en termes de levier, en termes de perception même de la source des informations, de leur crédibilité, puis de la capacité aussi, puis euh, de la capacité à vraiment utiliser ces connaissances. Puis ça vient pas à la fin des projets, mais très tôt, en fait, de réfléchir sur les contextes d'utilisation des connaissances, parce que ce qu'on veut, c'est que les connaissances servent à l'action. Donc, si on réfléchit pas à ça, on va avoir un problème à un moment donné. Tout ce qui est la gestion des connaissances, pour moi, c'est assez fondamental aussi de dire comment on peut réfléchir les projets dans le cadre d'un cycle de gestion des connaissances, de l'identification des connaissances qui vont être stratégiques, qui vont pouvoir changer les pratiques, comment on capte ces connaissances, ces informations, comment on les interprète ou on les co-interprète, comment on les diffuse, puis comment on soutient leur utilisation, puis comment on les met à jour. Donc c'est vraiment ce cycle de la gestion des connaissances qu'on doit réfléchir dans les projets et on peut faire même des planifications qui réfléchissent ce cycle avec des processus aussi itératifs. Donc d'avoir une vision du changement aussi, une approche du changement qui soit claire et partagée, notamment de ce que je vois, c'est utiliser aussi même des représentations visuelles comme des théories de changement pour visualiser le changement, puis pouvoir en discuter, puis pouvoir aussi ne pas être d'accord et exprimer aussi ça et pouvoir en discuter. Donc voilà, croisement des perspectives, co-interprétation, j'en ai parlé. Puis le transfert et le partage des savoirs qui est absolument indispensable. Et aussi, comme disait, je pense que c'est Louise qui abordait ça tout à l'heure, la valorisation des initiatives aussi pour faire rayonner, pour pouvoir inspirer, puis oui, partager mais inspirer. Donc la photo, je la trouvais très belle. En fait, c'est du pollen grossier. Alors je pense pas que ça soit les mêmes, les bonnes couleurs, ça a été coloré, mais en fait c'est l'idée de la pollinisation derrière tout ça. Donc au niveau des retombées, euh, donc j'ai parlé déjà de la clarté stratégique. En fait, euh,
oui, d'avoir une vision claire du changement, le positionnement aussi dans l'écosystème on veut renforcer, compléter l'écosystème, mais aussi que les différentes actions qui sont déployées par des acteurs qui parfois sont un peu en chicane, finalement, on puisse faire converger des actions, puis qu'il y ait une cohérence et une congruence des actions. Parce que c'est pas vrai que nos seules actions vont pouvoir changer un système ou réduire des inégalités. Il faut qu'on s'inscrive dans quelque chose de systémique. Euh, la question des ajustements continus, c'est la question aussi des apprentissages, mais du renforcement des compétences en permanence. Ça nous amène à avoir à développer finalement de l'empathie et de l'humilité aussi en termes de peut-être que la vision qu'on avait du changement, c'est pas forcément, ça répond pas forcément aux besoins et aussi un peu comme on apprend des fois dans des cours en entrepreneuriat social, c'est comme ne pas être amoureux de sa solution. C'est comme, est-ce que il y a vraiment, ça répond vraiment aux besoins? Et ça prend beaucoup d'humilité aussi de se détacher un peu parfois de son expertise ou de pouvoir être en écoute active, un peu les principes de communication non violente, de suspendre son jugement pendant que l'autre partie s'exprime pour pouvoir ensuite dialoguer et non pas réagir. Donc, voilà. Puis le renforcement des capacités, on aborde souvent les projets sous la forme, on veut renforcer les capacités des autres, mais à quel point nous, on a conscience aussi des capacités qu'on doit renforcer pour pouvoir être plus pertinent dans son écosystème et mieux collaborer. Donc, je vais terminer avec quelques exemples d'accompagnement, par exemple, que j'ai pu faire, notamment accompagner des organisations sur que les productions universitaires soient pertinentes, elles le sont, enfin, la grande majorité du temps, heureusement, que ces productions soient utiles, mais à quel point elles sont utilisables. Puis comment, en tant qu'organisation, on peut être en dialogue avec les milieux universitaires pour que finalement ce qui va être produit soit utilisable. Donc là, je reviens au contexte d'utilisation des connaissances. En fait, c'est l'idée de dire, est-ce- un rapport de recherche, est-ce que il va être vraiment utile et utilisable ou il va être souvent tabletté et tout? Donc, comment faire des produits de connaissances ou que ce soit des, des documents très concrets d'arbres de prise de décision, des aides-mémoires, des choses comme ça, pour que ça soit très utilisable. J'ai accompagné aussi une organisation sur comment on réfléchit sur son impact dans un système d'action. Et donc, les indicateurs de changement systémique, pour moi, sont vraiment importants à prendre en compte. Comment on agit éventuellement sur des politiques, comment on agit sur des flux de ressources, des flux d'informations, des dynamiques aussi de pouvoir dans les systèmes. C'est des approches aussi qui sont à mon avis, très importante à avoir en tête. Aussi, les stratégies de mobilisation des connaissances congruentes et convergentes, j'en ai parlé un peu précédemment. Euh, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est ce qui m'anime beaucoup là. Euh, mais c'est quelque chose qui ne doit pas venir à la fin des projets. Et de dire, dès qu'il y a une question de recherche ou un objet, une préoccupation sociale, de pouvoir déjà avoir ce réflexe-là et que ça rentre dans l'ADN des projets et que ce soit pas une couche supplémentaire qui vient alourdir les projets, mais qu'on voit comment il y a différents jalons, différentes opportunités qui nous permettent de mettre en place des stratégies. Et puis, la formation aussi, je pense que on doit s'engager aussi dans la formation des futurs acteurs et actrices de changement. Par exemple, moi là, je suis impliqué en ce moment en tant que patient partenaire
dans les formations des futurs médecins avec l'Université de Montréal et de pouvoir sensibiliser, former des futurs médecins à ben, c'est quoi la perspective aussi des usagers du système de santé? C'est quoi les modes dialogiques entre des professionnels de la santé et des personnes comme des patients, par exemple? Je trouve que c'est fondamental de pouvoir s'engager dans ça et que dans tous les projets, il y a un aspect formation. Donc voilà, j'arrive à la fin. Puis il y avait une intervention sur le municipal. Je sais qu'on n'est pas que des personnes de Montréal, mais à Montréal, en tout cas, il y a des élections qui s'en viennent et tout ce qui est accessibilité universelle, je vous invite à interpeller les candidates et candidats. C'est très intéressant de voir les réponses ou les non-réponses qu'il y a par rapport à ça, malgré des engagements. Puis aussi au niveau provincial, je trouve qu'on a une responsabilité en tant que citoyenne et citoyen d'interpeller nos élus, parce que c'est aussi par là que les pratiques peuvent changer. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas trop débordé. Parfait, aucunement. Mon petit sablier s'en venait.